la une, la réélection sans surprise de Kais Saied en Tunisie. Oui, Kais Saied réélu président avec un peu plus de 90% des voix. Étincelle des printemps arabes, la Tunisie a porté l'espoir d'un basculement dans un monde figé par les dictatures. Seule démocratie issue de ces soulèvements, elle incarnait la promesse d'un renouveau. Mais 15 ans après, le spectre d'un régime autoritaire ressurgit. Au cœur de cette menace, un homme, Kais Saied. Depuis la révolution de 2011, cet outsider discret s'est frayé un chemin jusqu'au sommet de l'État. Il était porteur d'un espoir et c'est cela qui l'a porté au pouvoir. C'est une personne introvertie, très secrète, qui n'exprime pas des émotions. Il donne toujours cette impression de parler comme s'il détenait la vérité absolue, une sorte de messie. Comment cet homme, porté au pouvoir pour incarner le renouveau, la sagesse et la probité, a-t-il pu devenir le fossoyeur des idéaux de la Révolution et briser le rêve démocratique du peuple tunisien? C'était trop beau pour être vrai de croire que la dictature ne va plus revenir. Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie, le jeune vendeur ambulant Mohamed Bouazizi s'immole par le feu après une nouvelle saisie de sa marchandise par la police. Par ce geste désespéré, il entend dénoncer l'humiliation, l'arbitraire et la corruption d'un régime autoritaire dirigé depuis 23 ans par le président Ben Ali. Dégage-toi! On a marre des promesses, des mensonges! L'événement déclenche un vaste soulèvement populaire qui se propage à travers le pays comme une traînée de poudre et prendra plus tard le nom de Révolution du Jasmin. L'obsession à ce moment-là, c'était que la révolution réussisse et ouvre la voie à la liberté. Nous sommes là contre l'oppression du dictateur Ben Ali. C'était juste historique, incroyable, énorme. Vous mettez tous les superlatifs que vous voulez. Parce que avant, c'était inconcevable pour nous de manifester en Tunisie. Il n'y a pas de manifestation. Le peuple s'est révolté contre l'injustice, s'est révolté pour sa liberté, s'est révolté pour chercher à vivre comme des citoyens et non pas comme des esclaves. Cette révolte tunisienne donne naissance à ce qu'on appellera les printemps arabes. En quelques semaines, la vague de contestation s'amplifie. Elle gagne le Yémen, la Libye, la Syrie, où les soulèvements, réprimés avec une extrême violence, basculent rapidement dans le chaos et se transforment en guerre civile. Parallèlement, des mouvements de protestation secouent aussi l'Égypte, la Jordanie ou le Bahreïn. Partout, des régimes autoritaires en place depuis des décennies sont remis en cause par des populations jeunes, privées de liberté politique, confrontées à un chômage massif, à la corruption endémique et à une répression policière brutale. En Tunisie, tout bascule le 14 janvier, lorsque le Premier ministre annonce à la télévision le départ précipité de Ben Ali.
Le président déchu, lâché par l'armée, a quitté le pays à bord de cet avion en direction de l'Arabie Saoudite. On s'est débarrassé de cette charge de dictature, de lourdeur qui était sur nos épaules. On se sentait léger, mais en même temps, il y avait une fierté immense, et une légèreté immense. Et on se disait, on va s'en sortir. Le système semblait si puissant et presque pas éternel, mais indéboulonnable. C'est un sentiment de bonheur qui m'a comblé le 15 janvier, le lendemain de la Révolution. Je me suis dit, je suis libre et dans mon pays. Enfin, la Tunisie est parvenue à se débarrasser de la casquette du chef. Elle est parvenue à tuer le père. On allait vers une ère de démocratie, faite de liberté, d'un État respectueux de la dignité de l'homme et de ses droits. Je pensais, je dois le dire aujourd'hui naïvement, qu'on allait réellement dans cette bonne direction. Sa chute met fin à plus de 50 ans de pouvoir personnel en Tunisie. Depuis l'indépendance en 1956, le pays a été dominé par deux figures. Habib Bourguiba d'abord, père de la nation, qui rompt avec le protectorat français et fonde un régime autoritaire mais réformiste. Héros national, il incarne l'émancipation du joug colonial et pose les bases d'un État moderne. Il ne faut pas oublier que si on va trop lentement, on recule. Puis le président Ben Ali, arrivé à la tête de l'État en 1987, en promettant plus de liberté et de pluralisme. Pourtant, très vite, il verrouille le système. Opposition muselée, censure, surveillance généralisée et torture. La corruption gangrène le pays. Les ressources sont accaparées par les proches du pouvoir, tandis que le chômage s'aggrave. L'élan de la révolution a brisé un régime, mais il ne suffit pas à bâtir un ordre nouveau. En 2011, la Tunisie se cherche, le vide politique s'installe, les gouvernements se succèdent, la rue gronde encore. À la faveur de la Révolution, un homme émerge dans l'espace public. Figure jusque-là marginale, il se fait progressivement remarquer par ses mises en cause radicales de l'ensemble de la classe politique. Professeur austère de droit constitutionnel, il n'appartient à aucun parti, n'a jamais été militant avant le soulèvement populaire et cultive une image d'homme intègre. Cet homme s'appelle Kais Saied. Il est perçu comme un intellectuel discret. Respecté pour sa rigueur, rien ne le prédestine à exercer le pouvoir. اليوم لابد من أن الدفع الثوري يبقى قائم حتى يتمكن الشعب بالفعل من القطع نهائيا مع الاستبداد ومن القطع نهائيا مع منطق الوصاية ومن القطع نهائيا مع بعض الأشخاص لقبل أن. Le 3 mars 2011, le président par intérim annonce la tenue d'élections. Mais Kais Saied critique le fait que ce processus soit confié aux partis politiques. J'ai vu un professeur de droit constitutionnel monter sur scène. Kais Saied était pour le boycott électoral et a prononcé un discours pour dénoncer ces élections qu'il qualifiait de simulacres de démocratie destinées à perpétuer la dictature des riches et de la corruption. Un système incapable de répondre aux revendications du peuple. سوف تفوز بالعدد الأكبر من المقام هل هي التي قامت بالثورة الشعب مشروعه واضح تطلعاته واضحة مطالبه أنقى وأرفع من مطالب هذه الأحزاب والحركات السياسية المهم أن الوضع الحالي هو سيطرة شبه كاملة للأحزاب السياسية. Je connais Kais Saied, je le connais en tant que prof, j'ai enseigné à la fac de droit, je l'ai assez connu en 2011, quand il y a eu les débats au début sur la feuille de route pour la Tunisie. Il était actif, il venait dans les réunions pour parler est-ce qu'on va vers un régime parlementaire ou un régime présidentiel. C'est devant les files d'attente sous le soleil que se mesure la motivation des Tunisiens.
Ils ont attendu 4 heures avant de pouvoir voter librement pour la première fois de leur vie. Trop fière, j'ai même la chair de poule, vous pouvez voir. Dans l'histoire du pays, ce scrutin reste un moment fondateur. Les premières élections libres, saluées comme un tournant démocratique majeur, et la promesse d'un nouvel ordre politique après des décennies de dictature. Parmi les principales forces en présence, le parti islamiste Ennahda, des formations de gauche et des partis libéraux. Une nouvelle ère politique s'ouvre pour les 12 millions de Tunisiens. Les élections ont lieu dans une ambiance où il fallait d'abord élire ceux qui étaient le plus réprimés. Les islamistes ont été les plus réprimés pendant la période Ben Ali. Donc ils ont payé lourdement. Donc ils sont perçus comme des victimes. Tout le monde savait qu'ils se sont fait arrêter, torturer, renvoyer de leur boulot, etc., etc. Ça a été pour beaucoup dans le vote massif qu'il y a eu pour eux. Parce que les gens disaient, voilà, Ben Ali était corrompu, alors on va voter pour les gens les plus clean, donc les plus pieux, croyants. Ennahda, c'est le parti de Dieu, et des gens qui sont honnêtes, qui ont peur de Dieu, et qui donc vont respecter la religion, ils vont protéger l'État. Les Tunisiens portent au pouvoir le parti islamiste Ennahda. Celui-ci laisse la mouvance salafiste s'installer au grand jour. Se réclamant d'une rupture avec les pratiques répressives de l'ancien régime, il tolère l'activité d'anciens djihadistes, libérés grâce à l'amnistie générale. هؤلاء جاءوا من كل الولايات التونسية للمشاركة في أكبر ملتقى للسلفيين بعد الثورة. Là où vous voyez des centaines d'hommes barbus avec des drapeaux noirs, etc., ils revendiquaient pleinement leur appartenance à Al-Qaïda. Et il y avait des dirigeants de Ennahda qui les défendaient, qui assistaient à leurs congrès. En 2013, l'agitation et la violence politique entretenue par les salafistes atteint un point culminant. 2 figures majeures de l'opposition de gauche sont assassinées par des membres de la mouvance djihadiste. Ces actes terroristes marquent un tournant. Ils jettent une lumière crue sur l'ambiguïté de plusieurs responsables du parti islamiste, accusés de complaisance à l'égard de ces groupes extrémistes. La transition démocratique tunisienne vacille. Pour la première fois depuis la Révolution, le spectre du chaos semble réel. Le jour du second assassinat, dans un climat de tension, Kais Saied se rend devant l'hôpital où le corps de la victime a été transporté. Loin des partis et sans mandat, il est l'un des rares à pouvoir s'exprimer sans être rejeté par la foule. Cette apparition renforce son image dans l'opinion, celle d'un homme resté proche du peuple, au-dessus des querelles partisanes. اللي يعلنوا انهم افلسوا، اللي يعلنوا ان النتيجه اللي وصلوا لها اليوم هاي سلسله من الاغتيالات وتونس مقدمه على مرحله خطيره، اذا كلم انتهت المرحله، يعني اليوم انتهت مرحله لابد من مرحله انتقاليه ما تجاوز شهر ولا بد من هذا يخرج وانتهى بكلهم بكل اطيافهم بكل اطيافهم. ويحضر معنا أستاذ القانون الدستوري الأستاذ قيس سعيد. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. Kais Saied occupe de plus en plus d'espace à la télévision et devient une voix familière pour les Tunisiens, qui s'habituent à son phrasé froid, analytique et monocorde. Une sobriété qui tranche avec la classe politique traditionnelle. Le journal de 8 heures était sacré pour tout le monde, l'émission la plus regardée en Tunisie. Et à chaque fois qu'il y a un problème constitutionnel, on invite Kais Saied pour expliquer. Je me souviens de Kais Saied qui commençait à gagner en popularité au fur et à mesure de ses passages médiatiques. Pourquoi? Parce que le monsieur se tient droit, il parle un arabe littéraire, old school, avec une voix grave, mais en même temps charismatique et inspirante. Vous avez tout de suite une impression d'intégrité, de droiture, d'exemplarité de ce qu'un professeur devrait être pour ses élèves. En 2013, il renforce son image d'homme inébranlable lors d'une caméra cachée, diffusée dans une émission largement suivie en Tunisie. Le concept était
de simuler un tremblement de terre. Donc les gens, ils viennent au studio, ils se mettent, et le studio, il se met à trembler et tout. Et on voyait la réaction des gens, comment ils se comportent face à une catastrophe naturelle comme ça. فلذلك الله أكبر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم أشهد أن لا إله إلا الله. Il y en a qui s'est caché sous la table, d'autres qui commençaient à hurler, d'autres qui sont sortis. Donc chacun a réagi. Après Saïd, c'était extraordinaire ça. الرجل الاولى ما قلقتش ضيفه اللي واصل حديثه باسلوبه المعتاد وجديته معهود. المفروض اليوم ان يجد الشباب الثوري الشعب Après Saïd était impassible, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Cette coupure qu'il a avec l'environnement qui l'entoure, elle est terrifiante. Aucune réaction, ni peur, ni fuite, ni angoisse, ni question, ni même un battement de cils. Rien. Et ça donnait l'image de quelqu'un de très fort. Sécurisant. Les gens ont été beaucoup impressionnés par son calme et son sang-froid. Ils se disaient, franchement, ce mec-là, il assure. C'est pas une poule mouillée comme certains autres politiciens qu'on a vus. Donc c'est une personne digne de confiance. Tandis qu'il gagne en visibilité dans la sphère publique, le pays, lui, s'enfonce dans l'incertitude politique. عشرات الجمعيات الإسلامية أبت إلا أن تحشد والمطلب واحد. الوقفة هذه جاءت يعني للمطالبة بأن الشريعة الإسلامية تكون هي المصدر الأساسي والوحيد للتشريع في الدستور. Au Parlement, durant les débats sur la rédaction de la nouvelle Constitution, le parti islamiste Ennahda suscite de vives inquiétudes au sein du camp laïque. L'un des points les plus sensibles concerne la place de la religion. La reconnaissance éventuelle de la charia comme fondement juridique fait craindre un retour en arrière, notamment sur les acquis des femmes tunisiennes inscrits dans le code du statut personnel adopté en 1956 par Habib Bourguiba. Un texte pionnier dans le monde arabo-musulman. Il considérait que certains acquis du code du statut personnel concernant les droits des femmes constituaient une violation de l'islam. Et par conséquent, ces acquis devaient être annulés, comme la question du divorce ou de l'adoption, le droit au travail et l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. آلاف من الرجال والنساء في تونس خرجوا أمس للدفاع عن حقوق المرأة ضد حكومة إسلامية. La femme tunisienne est une part entière, elle est l'égale de l'homme. Et on est là pour montrer ça. Ici, aujourd'hui, les femmes tunisiennes sont là nombreuses, comme vous pouvez le voir. Le leitmotiv à l'époque, si on ne sort pas aujourd'hui pour sauver notre statut d'égal à l'homme, c'est foutu pour nous. On va régresser, on va perdre nos acquis. Et ça, c'est viscéral. C'est insupportable pour les femmes tunisiennes. Finalement, la Constitution a accordé l'égalité totale entre hommes et femmes. Ce qui est extraordinaire. La mutation démocratique de la Tunisie atteint son apogée en janvier 2014 avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Destinée à prévenir les dérives du pouvoir personnel, elle instaure un système hybride entre régime parlementaire et présidentiel. Salué par les démocraties occidentales et la majorité de la classe politique tunisienne, ce compromis institutionnel est pourtant vivement critiqué par Kais Saied. À ses yeux, il reconduit un schéma partisan qu'il tient pour responsable de la corruption, de la paralysie politique et de la confiscation du pouvoir par les élites. حتى لو وضعوا نظاما جديدا في ظل هذه الأوضاع هل يمكن أن يكون حلا لتونس في المستقبل؟ الحل ينظر في حقيقة الحراك الاجتماعي والثوري الذي عرفته. La démocratie représentative n'est pas une démocratie, c'est clair et net. Ils ont créé un système pour que les partis politiques
puissent se partager le gâteau entre eux, c'est tout. C'est une démocratie, c'est là où quand le peuple a le droit d'exercer sa souveraineté à n'importe quel moment. Donc la France n'en est pas une? Non, bien sûr que non. Ni les États-Unis, ni l'Italie, ni bien sûr. Pour moi, ce n'est pas de démocratie. C'est le petit peuple qui croit vivre en démocratie et qui suit le courant parce que c'est comme ça. On a décidé que c'était comme ça. La plupart des jeunes, et même la majorité du peuple, considéraient qu'un profond fossé s'était creusé entre le peuple et l'élite. Une forme de despotisme démocratique qui ne reflétait pas la volonté du peuple. La moyenne d'âge des gens qui font de la politique, c'est entre 50 et 70 ans. La jeunesse se sent exclue de la politique. Je ne vote pas pour qu'ils comprennent. Le peuple n'est pas d'accord avec les candidats qui se présentent. Nos attentes étaient plus grandes. Ma critique fondamentale, c'est que nous avons vécu sous le régime des partis. Chacun des partis, à commencer par Nada, son programme, c'était de s'installer au pouvoir. Donc c'était une lutte interminable pour les portefeuilles. Et cela au détriment des attentes des Tunisiens. Tous ceux qui ont créé des partis politiques n'avaient qu'une aspiration, c'était devenir président de la République. C'est aussi comique et rigolo que cela. Et pour ceux qui sont réalistes, eh bien, devenir ministre. Devenir ministre, même pendant quelques mois, une année ou 2 années, c'était s'enrichir. C'était devenir quelqu'un. C'était avoir accès au crédit. C'était avoir accès à certains privilèges. C'était une démocratie dominée par l'argent et par la corruption. Donc les Tunisiens et les Tunisiennes ont senti qu'ils n'ont rien gagné finalement. C'est vrai qu'ils pouvaient s'exprimer, mais ils avaient les poches vides, de plus en plus vides. Le gouvernorat de Gafsa compte parmi le plus grand nombre de chômeurs diplômés du pays. Il avoisine les 30%. Depuis l'époque de Ben Ali, nous réclamons du pain. Imaginez, j'ai 40 ans. Je rentre chez moi quand la nuit est tombée et je sors à l'aube pour que ma famille ne me voie pas entrer et sortir et se dise « il est encore au chômage celui-là ». Et c'est à partir de là qu'a commencé à apparaître le besoin d'avoir quelqu'un qui ne vienne pas du système, qui soit hors système. Il a commencé à monter en popularité, à fédérer des gens autour de lui, et en même temps, le monsieur faisait un travail colossal dans les régions. Il faisait le tour de la Tunisie dans sa voiture, il se réunissait avec les gens, il débattait avec eux, il faisait des mini-meetings populaires, improvisés, libres. Il a travaillé pendant des années à gagner une base de partisans fidèles autour de lui, à les fédérer. On fait le maximum pour pouvoir convaincre les gens, le citoyen qu'on rencontre tous les jours dans le café, dans le supermarché, dans la rue, là où tu veux, que on est en train de l'embobiner, que ce qui arrive n'est pas normal, qu'il y a d'autres solutions. Je me rappelle qu'un jour, j'ai posé une question à la femme de ménage qui travaillait chez moi. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez Kais Saïd? Est-ce que vous l'appréciez? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous le comprenez quand il parle? Parce qu'il parle un langage très classique. Elle m'a dit non, je ne comprends pas. Je lui ai dit, alors pourquoi il te plaît? Elle m'a dit, parce qu'il parle un peu comme le Coran. Quand on l'entend parler, inconsciemment, on a l'impression que c'est comme si quelqu'un qui était en train de clamer la parole de vérité absolue. Vous savez, Maradona, c'est la main de Dieu. Kais Saïd, c'était la voix de Dieu. En stratégie de communication, il a réussi son coup parce que, réellement, à un certain moment, il est considéré comme le sage. Celui qui explique au peuple, sans pour autant se disputer avec les autres politiciens qui sont véreux. Il ne se mélange pas aux autres. Non, Kais Saïd travaille pour l'intérêt collectif à 100%. Il ne travaille pas pour lui, il n'a même pas réparé ses dents. Il porte le même manteau, je t'assure. C'est ainsi qu'au fil de la décennie,
il s'impose comme une alternative au système en place. Autour de lui, son petit cercle de fidèles l'incite à aller plus loin. On s'est dit, voilà, maintenant, on devrait présenter un candidat aux élections présidentielles. Et on a proposé, on a même obligé Kais Saïed à se présenter. Pourquoi lui? Parce qu'on avait confiance en lui, c'est tout. بصراحة قيس سعيد من الممكن تترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا؟ سؤالي واضح. نعم السؤال واضح والجواب سيكون أوضح من السؤال. لن أتردد في تحمل المسؤولية انطلاقا من الشعور. لا تراودني حبا فيها أو في قصورهم أو في مآدبهم أو في سياراتهم لأن الأمر يتعلق Par cette déclaration, plus d'un an avant l'élection présidentielle, Kais Saïed franchit un cap et entre dans l'arène politique. En refusant les partis et les logiques clientélistes, il se présente comme une alternative morale portée par un discours de rupture et la promesse de servir l'intérêt général. Sa campagne, centrée sur une proximité affichée avec le peuple, trouve un écho auprès d'un électorat fatigué des promesses sans lendemain. Les Tunisiens ont abordé les élections de 2019 avec la conscience que les dirigeants politiques du pays sont des incompétents notoires, incapables d'assurer la prospérité du pays, incapables d'assurer la stabilité et la sécurité du pays, incapables d'assurer l'avenir de la Tunisie. Il y avait un seul candidat qui n'avait pas participé à cette gestion, c'était Kais Saïed. Kais Saïed reprenait dans ses discours et son programme ce qu'il entendait des jeunes. Il a dit durant sa campagne électorale « Je ne possède pas de programme, le peuple veut et le peuple sait ce qu'il veut ». Toutes les conditions étaient réunies pour que Kais Saïed passe. C'est une personnalité qui est conforme à la société tunisienne. Lors de la présidentielle de 2019, 26 candidats sont en lice. Un chiffre record qui reflète l'émiettement du paysage politique tunisien. Cette fragmentation provoque une dispersion massive des voix au premier tour et Kais Saïed se hisse en tête. Sa victoire au second tour consacre le rejet des élites politiques issues de l'après-révolution. Une foule en liesse a envahi le cœur de Tunis dimanche soir. Des milliers de Tunisiens ont célébré la victoire triomphale du candidat indépendant à la présidentielle, Kais Saïed. Il remporte largement la victoire avec plus de 70% des voix. Je suis sortie avec mon fils, ma soeur, ma tante, tout le monde dans la rue, klaxonné. Voilà, c'est la fête pour fêter cet honneur de la démocratie, que tout va bien, que voilà, aujourd'hui on a mis un président en place, en toute démocratie, en toute transparence, en toute liberté. أنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون وليكن الجميع على يقين أن الحرية التي دفع شعبنا ثمنها غاليا لن يقدر أحد على سلبه إياها. Mais ses débuts sont difficiles. Kais Saïed doit composer avec un parlement profondément divisé et dysfonctionnel. Les tensions entre partis, notamment entre Ennahda, première force politique mais sans majorité, et ses opposants, se traduisent par des blocages législatifs et une instabilité gouvernementale chronique. Les séances sont diffusées en direct à la télévision.
Une situation inédite pour une société longtemps tenue à l'écart de la vie politique, confinée avant la Révolution au huis clos du pouvoir. Il y avait au sein du Parlement des groupes qui s'opposaient de manière violente verbale et physique. Des situations qui étaient ingérables. La pagaille qu'il y avait dans le Parlement n'était pas supportable pour le peuple tunisien. Il n'a pas l'habitude de voir ça et il pense que ça, c'est la décadence la plus absolue. Les Tunisiens ont assisté à des scènes horripilantes, dégoûtantes et désastreuses au Parlement. Des députés qui s'insultent, qui se tapent dessus, 2 députés qui agressent des députés femmes, des députés qui font leur show, leur spectacle dans l'hémicycle. Tout le monde a commencé à se demander comment le Parlement, cette institution souveraine du pays, celle qui nomme les gouvernements, désigne le chef du gouvernement et approuve le budget, s'est transformé ainsi en une scène de théâtre. Il ne pourra certainement pas remplir son rôle. On est sorti du romantisme de la révolution, de l'amour réciproque, des fleurs, des cœurs. Et on est entré dans la pratique politique qui diabolise. On est tous contre. Rien ne passe sans une grande dispute. Ce désordre, pour Kaïs Saïed, n'est pas un obstacle, mais une aubaine. Il s'en empare pour discréditer toute la classe politique. La crise va-t-elle servir de levier pour renforcer sa position au sein d'un pouvoir fragilisé? Notre objectif, c'était de changer le système parlementaire. Le système en place, en tout cas. Et bon, voilà, 2 ans après, on y est arrivé. Comment? Les gens sont sortis dans la rue, ils ont commencé à brûler des bureaux de partis politiques. Ils ont réellement commencé à se révolter contre le système. Donc il y a eu une dégringolade sur le plan économique et social qui a alimenté un sentiment de forte déception et de rejet de l'expérience démocratique. Les Tunisiens se disent « la démocratie, elle nous a rien amené, on n'en veut plus. On a besoin d'un dictateur éclairé. » بالنسبة لهذه السياسات مش عندي القوانين ولكن مانيش باش نخلي الدولة التونسية والشعب التونسي لقمة سائغة لهؤلاء. يريد حل البرلمان، الشعب يريد حل البرلمان، الشعب يريد حل البرلمان. Ce mécontentement était un terrain très favorable pour Kaïs Saïed pour faire un retournement de la situation et dire voilà, moi je vais vous sauver, mais j'ai besoin d'avoir un pouvoir absolu. Là, c'était le moment propice pour déclencher un changement radical. Donc on ne veut plus de la démocratie, on veut un peu de dictature. À la paralysie parlementaire vient s'ajouter la pandémie de Covid. Débordé, le système de santé est à bout de souffle et le pays vacille. C'est à ce moment charnière que Kaïs Saïed outrepasse la Constitution, censée encadrer la séparation des pouvoirs pour renforcer son autorité. Ce soir-là, à 21h, Kaïs Saïed a réuni en urgence au palais de Carthage les plus hauts responsables militaires et sécuritaires. Il prend la parole afin de dévoiler une décision appelée à changer la trajectoire du pays. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة
يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة وحتى ننقذ المجتمع. Le 25 juillet, je n'étais pas étonné. Il y avait beaucoup de signes qui ne pouvaient pas être trompeurs. Par exemple, lorsque le chef de l'État fait des visites aux casernes de l'armée et de la police, les choses commençaient à devenir claires. Il faisait l'éloge de l'appareil sécuritaire de l'armée tout le temps. L'assise du pouvoir de Kais Saïed, c'est l'armée, c'est la police. C'est ce qu'on appelle l'État profond, c'est l'administration. Cette justice qui a servi toutes les dictatures en Tunisie. Ces visites, soigneusement orchestrées, mettent en scène un président entouré d'uniformes. Une manière de rappeler sans le dire ce qui fonde son autorité. À ce moment-là, une partie de la classe politique et de la société civile pense encore que la Constitution adoptée après la Révolution constitue un garde-fou. Un cadre juridique censé prévenir toute dérive personnelle. On pensait, on a en main la Constitution de 2014 qui ne donne pas beaucoup de pouvoir au président et il ne peut pas changer. Donc les textes en place, ces textes-là qui garantissent donc, la pratique politique, qui garantit les libertés, qui garantit la séparation entre les pouvoirs et tout ça. Il n'a pas pris le pouvoir, il n'a pas usurpé le pouvoir. Oh la loi, oh la Constitution. Mais on s'en fout de la loi, de la Constitution. Parfois, il faut s'en foutre. Parfois, il faut changer les lois. Quand il faut les changer, il faut les changer. C'est pas la Bible ou le Coran ou je sais pas quoi. Euphorie, célébration, you-you, klaxon, applaudissements. Tout le monde est super content que Kais Saïed a décidé de prendre le pouvoir, de virer les corrompus du Parlement et du gouvernement et surtout de virer Nahda du pouvoir. Pour eux, c'est simple. Il est intègre. Eux sont corrompus. Fin de l'histoire. صراحة برافو قيس سعيد برافو فرحت الشعب التونسي اللي عنده برشا ما فرحش. Dès le 25 juillet, on a dit aux Tunisiens, faites attention, c'est un coup d'État. On va vers le fascisme. On est passé d'un système politique, démocratique, libéral, avec tous ses défauts, à un système fasciste. Accusé de dérive autoritaire après son coup de force, Kais Saïed reçoit 5 jours plus tard des journalistes du New York Times dans une tentative de reprendre la main sur le récit médiatique international. ليس للقيام بحوار ولكن هي رسالة إلى كل التونسيين وإلى العالم أجمع. L'entretien prend la forme d'un monologue, sans place pour la contradiction. مرحبا بكم في تونس حرية التعبير فيها مضمونة لا مساس بالحريات إطلاقا بحق الشعب التونسي في الحرية كما قال الجنرال دوغول c'est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur. Une déclaration rassurante qui contraste pourtant fortement avec les choix politiques que Kais Saïed va faire par la suite. Le 6 février 2022, il prend pour cible une institution clé du système judiciaire. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب بل ويتم
كنا نعتقد أن رئيس الجمهورية بعد أن صرح في مرارا وتكرارا أنه يحترم الديمقراطية وأنه يحترم الحقوق والحريات، أنه سيبقي على السلطة التي تحمي هذه الحقوق وهذه الحريات. نعتقد أن هذه خطوة خطيرة جدا. هذا فيه مساس جوهري بدولة القانون، مساس جوهري بالنظام الديمقراطي، مساس جوهري بحقوق التونسيين والتونسيات. هذه خطوة نحو وضع اليد بالتمام والكمال على القضاء الحاكم والجالس. Avec Kais Saïed, rien ne va, rien n'est sacré, rien n'est intouchable. Il a tout démoli d'un coup. Le président va plus loin en faisant adopter par référendum une nouvelle constitution qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Sans prévoir aucun moyen de le démettre, il devient donc intouchable. Les institutions sont vidées de leur substance et réduites à de simples fonctions, placées sous l'autorité directe de Kais Saïed. Quand on dit que des députés ne sont plus des élus, ils sont des fonctionnaires de l'État. Ça veut dire qu'ils sont au service du pouvoir exécutif. Pareil pour le pouvoir judiciaire. Donc il n'y a plus de pouvoir judiciaire dans le pays, d'après la Constitution. Est-ce que ça veut dire que Kais Saïed s'est arrogé tous les pouvoirs? Comment on peut appeler cela? C'est lui qui maîtrise tous les pouvoirs. C'était trop beau pour être vrai de croire que le modèle de Ben Ali ne va pas se reproduire. Nous avons perdu les acquis politiques que nous avons obtenus après la Révolution. Nous les avons perdus après le 25 juillet. Aujourd'hui, le pays sombre dans le chaos. Il n'y a plus d'État, plus de droits, plus de liberté. Malgré tout, Saïed garde la confiance du peuple. Dans le pays, l'adhésion est réelle, portée par l'espoir d'un changement en profondeur, incarné par une figure forte, capable d'imposer une vision nouvelle. ولن نخيب معا آمالكم وطموحاتكم وأحلامكم. نحن لا نبيع الأوهام بل سنعمل معا. Quand la séparation des pouvoirs est mise à mal, la justice devient une arme. Alors plus rien n'empêche les arrestations arbitraires, sans garantie réelle d'un procès équitable. On est tous en danger d'emprisonnement. Tous. Dans un pays qui se respecte. Toute personne est innocente jusqu'à ce que la justice condamne ou ne condamne pas. L'histoire fait que je suis la première femme politique détenue après la Révolution. Arrêtée le 22 février 2023, Shaima Issa est placée en détention provisoire pour complot contre la sûreté de l'État. Elle devient un symbole de la dérive autoritaire du régime. Devant le juge, j'étais forte d'une manière incroyable. Je lui parlais de la Révolution, des martyrs, de nos rêves, de la Tunisie qu'on veut. Et je lui dis que vous et moi, on est des citoyens et qu'on a des droits, des acquis. Et que vous, maintenant, vous êtes là pour être un garant de la bonne pratique de la loi. Ce juge, il vous dit quoi? Lui, il était... il faisait comme ça, il veut cacher son visage. Après, j'ai vu les larmes dans ses yeux. Et on a tous, les avocats et moi et mes amis, on a chanté l'hymne national. Et au bout de quelques secondes, les policiers sont venus, ils m'ont pris. Cette arrestation marque une étape dans la montée en puissance de la répression politique en Tunisie. Shaima Issa n'est pas un cas isolé. Dans les mois suivants, des journalistes,
opposants et citoyens sont visés à leur tour. La répression s'appuie sur un outil juridique clé, le décret-loi 54, promulgué en septembre 2022 pour lutter contre les fausses informations. Il est rapidement utilisé pour cibler toute voix critique, museler la liberté d'expression et étouffer le débat démocratique. À Tunis, seuls quelques opposants osent manifester pour dénoncer ces arrestations. À partir du moment où je dois faire attention à ce que je dis, pour ne pas être jeté en prison, pour un mot, je suis dans un parti d'opposition. Mon rôle, c'est m'opposer au pouvoir en place. Et je ne m'impose pas au pouvoir en place en le caressant dans le sens du poil. Et à partir du moment où on émet des décrets-lois liberticides, je suis désolé, on ne peut pas parler de démocratie. Vous ne pouvez pas faire du journalisme politique aujourd'hui en Tunisie. Sauf si vous acceptez de faire des compromis, de dire des semi-vérités, voire de ne pas dire de vérité du tout, de faire de la propagande, de la lèche, enfin, je sais pas. Mais critiquer le pouvoir, c'est le journaliste qui se met en danger et qui met en danger toute l'institution dont il fait partie. Maintenant, ce qui paye le prix, c'est le peuple ordinaire. Les TikTokers qui sont en prison pour un gros mot, les blogueurs, les taggeurs. Tout le monde est concerné aujourd'hui. Tout le monde. Personne n'est à l'abri. On est tous en liberté provisoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a la liberté d'expression aujourd'hui en Tunisie? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes d'accord avec la liberté d'expression. Mais pas avec la liberté d'insulter, de dire de gros mots devant tout le monde. On est en pleine répression. Et une répression, croyez-moi, elle est encore moins violente que celle qu'on a connue sur Ben Ali. Mais croyez-moi qu'elle est plus absurde et plus arbitraire et que tout peut arriver et je n'exclus rien. La mécanique répressive gagne un nouveau terrain. Les migrants originaires d'Afrique subsaharienne deviennent à leur tour des cibles. ولكن هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس. Par ces mots, Kais Saied construit la figure d'un ennemi venu de l'extérieur. Un procédé classique pour canaliser les frustrations et consolider son pouvoir. Ah, tu bouges plus. Wallah al-azim, tu bouges, je te frappe. Tranquille, mon frère, hein? هذا ما يساعدوناش ما يعيشوش معنا راهي صغارنا نسانا الحاكم بيوع نزلوا فيه احنا الحاكم هما يسيبوا. Une stratégie qui ouvre la voie à une campagne de stigmatisation, de violence, de rafles et d'expulsion. Si on reste sans rien faire, il y aura un grand remplacement parce que le taux de fertilité, nous sommes en dessous de la norme, donc le nombre du peuple tunisien ne va plus augmenter. Au contraire, il va aller petit à petit en baissant. Et les Africains subsahariens, ils peuvent avoir 6, 7, 8 enfants par femme. Donc en 2 générations, ils peuvent devenir plus nombreux que les Tunisiens de souche. Au-delà des frontières du pays, on n'entend guère de voix pour protester. Respect de la souveraineté tunisienne, absence d'alternatives politiques crédibles. Personne n'a le droit de s'ingérer dans les affaires de la Tunisie. Personne. Y compris, il a dit sur les droits de l'homme, la liberté de la presse, etc. Nous ne sommes pas des enfants. Nous n'avons de leçons à prendre de personne. En novembre 2022, Emmanuel Macron rencontre Kais Saied à Djerba, en marge du sommet de la francophonie. Alors que la concentration des pouvoirs et le recul démocratique en Tunisie suscitent des inquiétudes, le président français adopte une posture prudente. Moi, je considère que ce n'est pas le président de la République française qui doit expliquer au président tunisien ce qu'il doit faire dans son pays. Je pense qu'il est très important, et je sais que le président il est vigilant, nous en avons parlé tout à l'heure, qu'il y ait un apaisement sur le sujet des libertés politiques, la libre expression des médias. Une prise de distance diplomatique qui masque en réalité un choix politique. Préserver la coopération avec Tunis, notamment sur les questions migratoires, quitte à fermer les yeux sur l'effondrement de l'état de droit.
Kais Saïed a réussi à être le policier des frontières sud de l'Union européenne. C'est pourquoi elle lui présente toujours le soutien politique, mais essentiellement le soutien financier. En juillet 2023, un accord migratoire est signé. Objectif affiché, freiner les départs irréguliers vers l'Europe. En échange, Bruxelles promet 105 millions d'euros d'aide, dont une partie est destinée à équiper les gardes-côtes tunisiens et à sécuriser les frontières. L'Union européenne fait donc preuve d'une sorte de pragmatisme et parfois même d'une sorte d'opportunisme. Elle continue d'allouer des fonds et de développer des programmes pour soutenir le pouvoir. Il semble que l'image d'une autorité forte séduit l'Union européenne. Il y a une sorte d'approbation de sa part, même si cela se fait au détriment de la démocratie et aux dépens des libertés et des droits de l'homme. En parallèle de cet accord migratoire, un autre affrontement majeur se joue entre Kais Saïed et le Fonds monétaire international. Alors que la Tunisie traverse une crise économique profonde, le président refuse les conditions imposées par le FMI. Un prêt destiné à éviter la faillite de l'État en échange de réformes drastiques. إن كنتم تريدون بيع تونس للخارج فتونس ليست للبيع. Mais en refusant de négocier, le président tunisien se ferme l'accès aux financements internationaux, ce qui aggrave les difficultés économiques. Il faut faire la queue pour acheter des produits de plus en plus rares. C'est le cas du pain. Les boulangeries travaillent pratiquement à la moitié de leur capacité. L'après-midi, les boulangeries sont fermées. C'est quelque chose d'inédit. Le lait, il est introuvable, le lait entier. Le sucre, il arrive d'une manière sporadique, etc., etc. On veut du pain, on veut du café, on veut de la farine, on veut du sucre, on veut un salaire qui nous permet de vivre tout le mois. On veut un hôpital où on peut se soigner. La voie que nous avons empruntée actuellement est une voie sans issue. Pour ne pas dire que c'est une voie qui mène à la catastrophe. Je dis bien à la catastrophe. أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية ليوم 6 من أكتوبر القادم إن شاء الله تعالى لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية. Dans ce contexte de crise aiguë, Kais Saïed aborde malgré tout le scrutin de 2024 en position de force. Sans véritable enjeu ni débat, l'élection s'est jouée d'avance. Le taux de participation atteint à peine 28,8%, un record d'abstention depuis la révolution tunisienne. Tous les candidats concurrentiels étaient poursuivis, emprisonnés ou qui ont pris la fuite et quitté le pays. C'est le 90% de taux d'élection du président de la République. Inacceptable, du point de vue de l'histoire. 90% font partie d'un temps révolu. Élu pour un second mandat, Kais Saïed prolonge et consolide ce qui n'était censé être qu'une réponse provisoire aux blocages institutionnels. Un système de pouvoir personnel, sans partage et sans garde-fou. لقد أظهرت الإيقافات الأخيرة أن عددا من هؤلاء المتورطين المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. Kais Saïed ne se contente plus de gouverner. Il juge désormais à voix haute, publiquement, en tenant pour coupables ceux qui sont accusés, sans attendre qu'un tribunal se prononce. Je suis allée en prison, je suis restée 5 mois. Parmi les personnes arrêtées, Shaima Issa est l'une des seules à avoir été libérée après une détention provisoire. Ils ont ouvert la porte.
Et quand ils ont ouvert la porte, j'ai trouvé tout le monde. Il y avait ma famille, il y avait les journalistes, il y avait mes amis, il y avait tout le monde. C'était vraiment un moment inoubliable, un moment qui me donne de la force. Mais là, vraiment, après les élections, je pense que moi, je serai condamnée comme mes amis, tout simplement. 6 mois plus tard, s'ouvre le grand procès pour complot contre la sûreté de l'État. Aujourd'hui, nous assistons à un procès inique visant plusieurs personnalités éminentes en Tunisie, reconnues pour leur pacifisme et leur respect de la loi. Lors de ce procès inédit depuis la Révolution, une quarantaine de personnes ont été condamnées à des peines de 4 à 66 ans de prison pour complot contre le président Kais Saied et appartenance à un groupe terroriste. En première instance, Shaima Issa, Ahmed Nejib Chebbi et le frère de l'avocate, Dalila Ben Barek Psadek, qui nous ont livré ce récit juste avant le verdict, écopent chacun de 18 ans de prison. Le mari de Monia Brahmi, ancien dirigeant du parti islamiste Ennahda, est condamné à 13 ans. Tous ont fait appel et attendent aujourd'hui leur jugement définitif. Il y a une limite à tout. Et on arrivera à un moment d'explosion, d'implosion. Ce sera le chaos et j'espère ne pas le voir. Parce que le chaos, c'est la violence. Et la violence, c'est la destruction de tout. C'est comme le feu. Il commence quelque part et il ne s'arrêtera pas.